Salut à toi. Aujourd'hui, je te propose quelque chose de différent. C'est un podcast, donc tu verras pas ma tête bouger, t'auras que les paroles. Je sais que t'es déçu, mais bon, ma tête, c'est pas si important que ça. Ce que tu vas entendre, c'est extrait d'un entretien pour lequel on m'a consulté pour parler de cas concrets de chauffage et de chauffe-eau solaire. En fait, j'ai participé à 2 des 11 épisodes d'une série de podcasts qui traitent du low-tech en rénovation énergétique. Du coup, si ça t'intéresse, je t'engage à aller écouter la série complète sur le site dont j'ai mis toutes les informations dans la description. Allez, on y va de suite pour ces entretiens qui sont extraits des épisodes 2 et 3 de la saison 2. C'est parti! Le bas carbone en rénovation énergétique. Une série de podcasts produite par le programme Profil, conçu par l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, et piloté par l'agence Qualité Construction. Moi je suis chauffagiste, mais quand même mon objectif c'est de ne pas vendre de chauffage. Bon, j'ai assez de boulot déjà, donc j'ai pas besoin d'aller vendre du chauffage quand il n'y en a pas besoin, mais quand quelqu'un fait des gros travaux dans sa maison et qu'il me parle de chauffage et d'eau chaude, je lui dis déjà comment on pourrait faire pour se passer du chauffage. C'est rare qu'on puisse le faire, mais c'est faisable des fois, quoi. Épisode 2, rénover pour émettre moins de carbone. Première partie, le diagnostic de l'existant et les besoins des occupants. Nous démarrons donc cet épisode avec un artisan chauffagiste, Joseph Terribil. Il nous raconte comment la plupart de ses clients veulent changer leur chaudière sans même avoir réfléchi à la manière dont ils occupent leur logement et sans avoir d'abord pensé performance thermique de l'enveloppe. Donc isolation. Je demande aux gens, parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que c'est qu'une isolation. Je crois qu'on apprend des tas de choses à l'école, mais des trucs de base pour vivre dans sa maison, on ne les apprend pas. Et pourtant c'est évident, personne ne sortirait tout nu dans la rue quand il fait froid. Si je sors tout nu, je vais mourir rapidement. Si je m'habille un peu, je vais avoir froid. Et puis si je m'habille énormément, je vais même avoir chaud. Donc la maison c'est pareil, on y met une enveloppe. Et si je mets une grosse enveloppe sur ma maison d'isolation, je chauffe pas, parce que l'activité humaine dans la maison suffira à la garantir confortable. Voilà. Moi, par expérience, j'ai aussi beaucoup de clients qui ont des maisons hyper mal isolées ou pas du tout, qui ont des consommations gigantesques. En région parisienne, c'est des gens qui ont des maisons qui sont jolies, on peut pas isoler par l'extérieur, et puis à l'intérieur, les pièces ont des moulures, donc il faut surtout pas perdre 10 cm et puis gâcher ces belles moulures. Et donc ils ont des consommations de 50 à 100 000 kWh par an en gaz, ce qui est gigantesque, mais comme ce sont des gens aisés, ils grondent un peu, mais bon, finalement, ça vaut pas le coup de se priver de la beauté de tout ça, et brûlons plutôt du gaz, quoi. Mes clients, ça va de ça. Alors ça, c'est des gens qui vont me demander un chauffe-eau solaire pour économiser de l'énergie, mais vous savez, le chauffe-eau solaire, franchement, là, il va vous faire économiser 5% de votre consommation. Le problème, c'est le chauffage chez vous. Du coup, je leur fais pas. La personne qui a une maison passive, voire énergie positive, en région parisienne et qui n'a pas de chauffage. J'ai vraiment la totalité. Et moi, par expérience, quand je suis chez, par exemple, un client qui a une maison passive, je vois qu'à 17 degrés l'hiver, je suis en t-shirt et je suis bien, parce que les parois sont bien isolées, donc la chaleur qui est dans mon corps, elle y reste. Puisque forcément, si les parois sont pas ultra froides, la chaleur, elle a finalement du mal à quitter mon corps. Voilà. Et puis, les gens qui ont des maisons pas isolées, ils mettent 23 sur leur thermostat et ils ont tout le temps froid. Et ils me disent, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a des courants d'air. C'est pas des courants d'air. Vous avez une masse de, je sais pas combien de tonnes de pierre autour de vous, là, qui est gelée. Et dès que vous rentrez, vous êtes dos à un mur. Le mur, il aspire littéralement votre chaleur. Donc, la première chose à voir, c'est isoler sa maison. Il y a 3 modes de conduction. Il y a la conduction, la convection et la radiation, qui fait que la chaleur quitte un corps chaud et va vers la partie la plus froide. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à cette histoire d'isolation. Oui, comme le dit Joseph Terribil, dans une rénovation, pour émettre moins de carbone, l'isolation de l'enveloppe est essentielle. Une fois les questions d'isolation résolues, on peut passer à la question du chauffage et à celle de la production d'eau chaude. Héloïse a donc pris rendez-vous avec Joseph Terribil, chauffagiste. Héloïse étant professionnelle du bâtiment, elle a pensé à donner à l'artisan toutes les informations nécessaires. Mais en général, c'est à vous, artisans, d'interroger vos clients, sans avoir peur d'être indiscret. Comment l'habitation va être utilisée ? Combien sont-ils ? Vont-ils avoir des enfants ?
Accueillir un jour leurs parents âgés? Leurs besoins sont-ils les mêmes tout au long de l'année? Vous avez à mener un vrai interrogatoire. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez les conseiller et leur proposer la bonne solution. Ce que je veux faire, c'est rénover cette maison de manière vraiment bas carbone, voilà, de la manière la plus écologique possible. Donc j'ai vu vos vidéos sur le solaire thermique et puis sur toutes les sources d'énergie que vous proposez. Donc vous êtes vraiment orienté dans cette philosophie, donc ça m'intéressait beaucoup de venir vous voir. Donc merci encore de me recevoir. Je suis pas fixée encore sur mon mode de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. On est un couple de 2 personnes. On n'a pas d'enfants pour l'instant. Bon, ça pourrait peut-être venir un jour, mais aussi on aura une partie qui pourra faire chambre d'hôte. Donc on a aussi cet enjeu-là. Donc potentiellement des besoins un peu importants d'eau chaude sanitaire, enfin plus que pour 2 personnes s'il y a des gens qui viennent. Et au niveau de la surface à chauffer, il y a 150 mètres carrés, mais on chauffera jamais tout parce que c'est pas du tout cohérent. On a des bons murs bien épais, donc on imagine plutôt des solutions rayonnantes, mais en même temps, voilà, je sais pas. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc il y a 2 points, il y a le chauffage et il y a l'eau chaude sanitaire. Et il fait très chaud l'été ? Et il fait, à Brive, il peut faire assez chaud l'été, il peut faire... bon, là où on est, c'est quand même dans la végétation, et on a des bons murs, donc on n'aura pas on se pose pas de question de clim du tout, de toute façon. Si à un moment on a trop chaud, on ira à la cave. Voilà. Ou alors on va certainement aménager des coins dans le jardin où travailler, ou alors se tenir en fait juste sous les arbres s'il fait trop chaud. Enfin, voilà. Donc le sujet c'est plus l'hiver. Le sujet c'est l'hiver, et voilà. Vu où vous êtes, c'est vrai que le chauffage au bois paraît... pas assez évident, hein, parce qu'apparemment il n'y a pas le gaz de ville, vous n'avez pas envie de le mettre, le fuel on n'en parle pas, les pompes à chaleur, très honnêtement, je trouve que c'est très bien quand on a des maisons ultra bien isolées et qu'on a un besoin qui est faible, donc une pompe à chaleur peut être intéressante, mais là dans un cas comme ça je suis pas certain. Donc il reste le chauffage au granulé de bois, parce qu'il est économique, mais il est aussi très pratique, parce que du coup on n'a pas besoin d'aller couper du bois, se faire livrer du bois, mettre les bûches tout le temps dans le truc, le granulé de bois, ça va s'apparenter à un fluide finalement qui va être dans un silo et puis ça va se faire automatiquement. Donc là, c'est un peu du luxe. Mais maintenant, si on si on fait vraiment attention à l'énergie et qu'on veut consommer le moins possible et le moins cher, c'est la bûche de bois, quoi. Donc premièrement, ça serait d'avoir des poêles à bois qui soient avec de très bons rendements. Ça serait quand même idéal. On brûlerait beaucoup moins de bûches et puis on polluerait moins, même si c'est de l'énergie renouvelable, même si c'est du bois, il y a une pollution quand même. Sur les granulés de bois, maintenant, on arrive à des chaudières mais ultra performantes où il y a à condensation, où il n'y a pratiquement aucune poussière émise en sortie de conduit. Mais bon, c'est très cher et je suis pas sûr que ça soit adapté à ce que vous cherchez à faire. L'intérêt du poêle à bois aussi, c'est ce qu'on a fait ici, par exemple. Je vais faire un petit crochet sur ce qu'on a fait ici. Ici, on a une chaudière à gaz. Alors, on est vraiment en pleine ville, il y a le gaz partout. Donc on avait une vieille chaudière à gaz en bas, je l'ai changée par une moderne, donc déjà une condensation. Moi je suis pas un amoureux du gaz, mais bon, il y a des moments où c'est difficile de s'en passer. Donc c'était pour améliorer les rendements, on a mis une chaudière beaucoup plus performante. Et puis cette chaudière nous fait l'eau chaude aussi. La deuxième chose, c'est qu'en fait je voulais absolument mettre un poêle à bois. Et je me suis dit quand même, on a un salon qui est assez... finalement la maison vraiment elle tourne autour du salon, même notre chambre à coucher. Donc du coup, si on pouvait chauffer cet espace avec un poêle, ça serait vraiment idéal, parce que finalement là-haut on a juste une chambre. Mais le problème c'était le conduit. Donc ce que vous voyez en gris là-bas, anciennement la chaudière à gaz était au sous-sol, et c'était le conduit de la chaudière à gaz qui montait sur le toit. Le plus facile et le plus pratique pour moi, c'était de récupérer ce conduit pour un poêle, et du coup la chaudière a été déplacée au sous-sol, de façon à ce que les fumées sortent en façade sur une ventouse horizontale. Donc là, j'ai limité les travaux, limité les coûts, j'ai pu mettre un poêle vraiment un tout petit, là je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin, donc Il est super beau. Il est super beau, il est tout petit, il doit faire 5-6 kW seulement. Faut se méfier parce que des fois les gens ils ont des pièces petites et puis ils se mettent des poêles 15 kW, ils brûlent du bois puis ils ont super chaud, enfin c'est pas très adapté. Nous ici le poêle c'est un complément du gaz, c'est-à-dire que la chaudière elle chauffe par les radiateurs toute la maison. J'ai un thermostat au mur là, et on a réglé 17 la nuit, 19 la journée. Ce qu'on fait, c'est que dès qu'on rentre le soir, on fait un feu. Très rapidement, on a un point chaud. Moi, je suis pas du tout frileux. Ma femme est ultra frileuse.
Donc elle arrive là, il y a un point chaud, elle sait que de toute façon elle peut se mettre devant, même se mettre un fauteuil devant, immédiatement ça va rayonner et elle va, même si le reste de la maison est pas chaude, elle va se réchauffer tout de suite. Et puis c'est psychologique, on voit les flammes, il y a une vitre, c'est vachement agréable. Et en plus, dès qu'on dépasse 19 degrés, c'est-à-dire assez rapidement, le thermostat le détecte et la chaudière s'arrête. Et là, on arrive l'hiver à avoir 20, 21, 22 degrés. Alors 22 degrés dans le salon, mais après ça diffuse un peu dans les pièces. Avant de se coucher, on met la dernière bûche. Ensuite, le soir, la chaudière, elle demande 17 degrés. Donc la maison, avec la dernière bûche, ça va doucement redescendre. Puis finalement, la chaudière, elle va quasiment pas s'allumer de la nuit. On se dit que peut-être à terme, on pourrait même se passer de la chaudière à gaz. Peut-être en mettant 1 ou 2 splits. Ça vous parle peut-être, un split. C'est une espèce de cassette qu'on met au-dessus d'une fenêtre, on a ça dans les hôtels. C'est une pompe à chaleur réversible. Ça peut faire de la clim et ça peut faire de la chaleur. Mais comme c'est une pompe à chaleur, le rendement électrique, il est très bon. Et split, ça désigne souvent plutôt un type de pompe à chaleur, RR, ouais, c'est ça. Alors que pompe à chaleur, ça peut être RO, OO, voilà, RR. Un split, ça chauffe ou ça refroidit que de l'air. Voilà. Donc là, on a parlé du chauffage, et pour l'eau chaude sanitaire, vous équipez des maisons et ça fonctionne ? Très bien. En général, la première question que je pose, c'est par rapport aux consommations d'eau chaude. J'ai des gens qui me demandent un chauffe-eau solaire, ils vivent tout seuls ou à deux, je leur dis c'est même pas la peine. Ça n'a aucun sens. Parce que il y a des coûts fixes qui sont la pose d'un ballon, la pose d'une liaison entre le ballon et les panneaux, faut monter sur le toit, qu'on en mette 1 ou 2, ça change rien. J'ai très souvent des couples sans enfants, et la première question que je leur pose, c'est est-ce que vous savez déjà aujourd'hui si vous allez plutôt aller vers une grande famille ou si vous allez plutôt rester 2 ? Un enfant, on dit toujours, c'est qu'un enfant, ça consomme pas d'eau. Mais non, c'est pas vrai, parce que c'est le bain tous les jours, c'est beaucoup plus de machines à laver, c'est beaucoup plus d'eau chaude, en fait. Un enfant, c'est souvent plus d'eau chaude même qu'une personne, en tout cas qu'une personne âgée. Vous dites c'est des machines à laver parce qu'aujourd'hui, il y a des machines à laver qui sont plus économes, qu'on peut raccorder directement sur eau chaude, surtout si c'est vertueux la façon de la produire. Il existe des machines à laver le linge, c'est plutôt pour le linge que c'est problématique, avec une entrée eau chaude et une entrée eau froide. C'est pas tellement plus cher, et la machine, elle a 2 entrées. Donc du coup, quand vous faites un programme 30, 40, 50, 60 degrés, la machine, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre l'eau chaude. Et là, si vous avez un chauffe-eau solaire, ça vient directement de votre chauffe-eau solaire. Elle ouvre l'eau chaude, et quand on arrive, alors, surtout sur les linges délicats, à 30 ou 40 degrés, là, elle va ouvrir l'eau froide pour directement mitiger et avoir de l'eau qui sera directement à la bonne température. Du coup, la résistance électrique de la machine à laver va pratiquement pas s'allumer, ou alors pour entretenir tout ça. Et pour les machines à laver la vaisselle, c'est souvent moins problématique, parce que la vaisselle, on peut la laver à eau très chaude. Donc si le lave-vaisselle est moderne, en général, on peut directement mettre de l'eau chaude dans l'eau froide. En théorie, la résistance électrique, elle doit détecter qu'on est déjà à la consigne et elle ne s'allume pas. D'accord. Donc utiliser un chauffe-eau solaire aussi pour la machine à laver et le linge, c'est bien. Et puis pour tout le reste. Pour rénover bas carbone, il faut prendre un peu de temps pour expliquer à vos clients le fonctionnement de leur maison et des appareils qu'ils utilisent. Il faut que vous les formiez à vérifier régulièrement que leurs appareils fonctionnent, à penser à leur entretien. En fait, il faut que vous les rendiez acteurs dans leur maison. Votre rôle n'est plus de leur expliquer sur quel bouton appuyer pour mettre en marche le dispositif, mais de leur expliquer comment fonctionne ce que vous venez d'installer. De plus, cela vous évitera des appels d'urgence uniquement pour des dépannages simples. Il y a des gens qui ne regardent pas. Les gens, le chauffe-eau solaire, il est au sous-sol. Ils ont de l'eau chaude au robinet, donc pour eux, tout marche. Moi, j'ai vu des clients, ils m'appellent, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas de chauffe-eau solaire et qu'ils sont contents qu'ils ouvrent l'eau chaude. Bah oui, c'est la chaudière qui prend la relève. C'est comme ça l'hiver. Sauf que l'été, ils ne savent pas que le chauffe-eau solaire ne marche pas. S'ils avaient regardé juste 2 cadrans, ils auraient vu tout de suite que ça ne pouvait pas marcher. Je vois beaucoup de gens qui consomment énormément, c'est sur les petits puisages. Les gens ouvrent l'eau chaude pour se laver les mains. L'eau chaude, comme elle est loin, elle met 30 secondes pour arriver. Ils ferment le robinet, se sont lavés les mains à l'eau froide. Sauf que ils ont tiré 5 litres d'eau, ils ont fait sortir 5 litres d'eau du ballon. Et si on fait ça 20 fois par jour, en fait 20 fois par jour on a de l'eau froide au robinet, mais on a fait sortir déjà 100 litres d'eau chaude du ballon. Et donc, le gaz s'est remis en route, l'électricité s'est remis en route, voilà. Donc il faut prendre en compte les distances déjà.
et la façon dont les gens ont des habitudes. Je pense qu'on utilise beaucoup d'énergie pour chauffer des choses à perte. En fait, si on fait attention, je suis sûr qu'on pourrait diminuer par 2 les besoins de chauffage, en tout cas en eau chaude assez facilement. Et même dans la maison, quoi. Combien de personnes n'ont pas de programmation sur leur chauffage et vont chauffer la maison inutilement toute la journée. On me demande est-ce que ça vaut le coup, ça c'est une question qui revient souvent, est-ce que ça vaut le coup de descendre la température et de la remonter le soir? Est-ce que je vais pas consommer plus d'énergie le soir en la rechauffant que si je l'avais laissé à chauffage constant? Ben en fait, pas du tout. C'est toujours bon de chauffer le moins possible et le moins longtemps possible. Oui, et puis si on a une régulation, on peut dire elle se remet à chauffer 1 heure, 2 heures avant de rentrer. Et par contre, c'est intéressant aussi dans ce cas-là, 1 heure, 2 heures avant de se coucher, de la couper, parce que là, il y a aussi une inertie. Dans les régulations modernes, il y a une notion d'inertie, en fait. Et ensuite, elles ont aussi ces régulations de l'auto-apprentissage. Tout ça, des fois, on pense que c'est des gadgets. Moi, je suis pas ultra technique, mais il y a quand même des gadgets qui sont pas mal dans la régulation. C'est-à-dire que la régulation est capable de voir combien de temps la maison a mis à monter. Donc, je lui dis, il fait 17, je veux 19. La chaudière, elle voit qu'il fait 17, elle se met plein pot. Elle voit qu'il a fallu tant de temps pour monter à 19, donc dans sa tête, elle sait que la maison a une certaine inertie, et dans ses programmes horaires, elle est capable d'anticiper et de se dire, s'il faut que j'ai 19 à 17 heures, peut-être qu'il faut que je m'allume une demi-heure, 1 heure, 2 heures avant. Donc la technologie peut faire des apports sur la régulation de température. Donc dans ce cas-là, je trouve que l'innovation technologique est intéressante, parce qu'on fait vraiment des économies. Il y a de plus en plus de thermostats connectés. Pareil, je suis pas ultra fan, mais je vois qu'il y a des gens, j'ai des clients qui en raffolent, ils peuvent faire les réglages sur leur téléphone au boulot. Donc la régulation peut aider aussi. Mais quand même, je crois que le bon sens de se dire, je suis en train de dormir dans une chambre qui fait 12 mètres carrés, le reste de la maison fait 150 mètres carrés, j'ai quand même beaucoup de pertes pour rien, quoi. Faut juste avoir du bon sens et réfléchir à chauffer le moins possible. C'était le bas carbone en rénovation énergétique. Épisode 3. On a abandonné toute réflexion autour de ce sujet et on gobe ce qu'on voit à droite à gauche, c'est bien, c'est pas bien, ça pollue pas, voilà, c'est impressionnant, quoi, comme les gens se sont laissés dépasser par ça. C'est vrai que si tout le monde connaissait vraiment ce qu'il consomme en énergie, dans les soirées, de temps en temps, alors ta maison, tu consommes combien? 15 000 kWh. Ah bon, mais comment tu fais? Moi, je suis à 35 000. Expertise, Emmanuel Pat, architecte, Héloïse Pelaine et Mohamed Silla, respectivement ingénieur thermique et ingénieur génie civil et construction. Avec Joseph Terribil, chauffagiste, et Héloïse Pelaine, ingénieur thermique. Création, partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Une production Profil, conçue par l'ICEB et pilotée par l'agence Qualité Construction. Musique, Basile Mandigral. Prochain épisode, comment se former et travailler avec les ressources locales.